Bonsoir, bienvenue, merci d'être au rendez-vous des grandes questions, le magazine qui vous change les idées. Ce soir, nous allons nous demander comment rebondir, comment repartir à zéro après une catastrophe, ce qui revient d'ailleurs souvent à changer de vie. Nous allons nous le demander avec un grand témoin, un homme qui nous fait du bien, Boris Cyrulnik. Boris Cyrulnik, neuropsychiatre, éthologue et auteur d'un très beau « Sauve-toi, la vie t'appelle », une sorte de manuel de survie en forme d'autobiographie. Avec nous aussi deux philosophes, le philosophe des religions, Frédéric Lenoir, qui publie « Du bonheur, un voyage philosophique », Aude Lancelin, la philosophe de l'amour, oui, de l'amour de Socrate à Simone de Beauvoir. Avec nous aussi trois experts, le député UMP des Yvelines, Henri Guénaud, sarkozyste et camusien, oui, ça existe, on peut le faire, auteur de Camus au Panthéon, discours imaginaires. François Langlais, le journaliste économique iconoclaste, auteur de La fin de la mondialisation. Et puis, le critique très décapant Arnaud Vivian, auteur d'un livre très drôlatique, Vie critique. Avec nous pendant toute l'émission aussi, 2020, notre homo numericus, qui nous tweetera ses réflexions philosophiques ou pas depuis la régie. Vous pouvez lui répondre sur #LGQ pour les grandes questions. Justement, la grande question, la voici en chanson avec Alexandre Gamelin. On regarde. On va arrêter de se mentir 2 minutes. Hein. Elle vous plaît, vous, votre petite vie? Tu la voyais pas comme ça, ta vie. Pas d'attaché caisse quand t'étais petit. Ton corps enfermé, costume crétin. T'imaginais pas, je sais bien. Alors, on passe sa vie à faire semblant. On met ses beaux costumes, on fait l'intéressant. On a des grandes idées sur tout, et puis un jour, eh ben, sans prévenir, ça arrive. Le mal de vivre, le mal de vivre. Non mais reconnaissez quand même que si on y réfléchit 5 minutes, la dépression est l'état normal de l'homme. Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? Pourquoi je ris? Pourquoi je pleure? On passe notre vie à courir derrière je ne sais quoi, dans je ne sais quelle direction, ballotté comme une boule de fever. Et puis un jour, on n'en peut plus. Tilt, game over, on trébuche, on chute. Je tombe comme un pantin sans fil, trop libre et trop fragile. Et voilà qu'on voudrait nous faire rebondir maintenant. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Et d'ailleurs, il n'y a rien de plus déprimant que ces soi-disant amis qui viennent vous remonter le moral alors que vous êtes à ramasser à la petite cuillère. Ça ira mieux demain à vous. Ça ira mieux demain. Du coup, il faut quand même tout faire pour sortir de cette spirale du malheur. Apprends à remonter la pente avant d'entrer dans un cercle vicieux. Rebondir, d'accord, mais comment? Eh ben, se remettre au sport. Essayez la méditation. Prendre les petites gélules prescrites par le docteur. Ou parfois, tout simplement faire un beau voyage. Bref, peu importe la méthode, pour rebondir, il faut changer d'attitude. Se redresser face à la vie et face à soi-même. Alors plutôt que de vous laisser dériver, décidez de prendre votre revanche face à la vie. Elle l'a bien mérité, non? Alors, frères neurasthéniques et camarades de déprime, vivez ces moments pleinement et pour ceux qui le sont, sans écouter les conseilleurs qui vous ordonnent d'aller mieux ici et maintenant. Mais n'oubliez jamais qu'aussi imprévu que le mal de vivre, un jour, la joie reviendra. La joie de vivre, la joie de vivre. Merci Alexandre Gamelin. Alors c'est vrai, Boris Cyrulnik, la joie revient toujours, comme on vient de l'entendre? La vie revient plus facilement qu'on le croit. La joie, il faut aller la chercher. Mais elle peut revenir, mais elle ne vient pas toute seule.
Ouais, vous êtes allé la chercher vous-même. D'ailleurs. Vous êtes ce qu'on appelle le découvreur de la résilience. Hein? Pas tout à fait, je suis le promoteur français de la alors, résilience. Alors, vous pouvez nous expliquer ce que c'est que la résilience? Oh, c'est un concept d'une très grande simplicité. On est fracassé par la vie, un événement, une tragédie. Qu'est-ce qu'on fait? Ou bien on reste prisonnier du passé et on ne se remet pas à vivre, ou bien on se débat pour se remettre à vivre le moins mal possible, et c'est la résilience. Donc la définition, c'est la reprise d'un nouveau développement après une agonie psychique. Donc la définition est facile. Ce qui est plus difficile, c'est de trouver les causes qui permettent de se remettre à vivre. Alors la résilience, on a compris, c'est évidemment rebondir, et vous êtes un peu l'incarnation vivante du rebond, comme vous le racontez dans ce livre très personnel, votre vie. Vous êtes un petit enfant juif, pourchassé par les nazis, vos parents vont mourir en déportation, et puis finalement, voilà, Boris Cyrulnik est là, souriant. Dans quel état? Je ne suis pas un très bon exemple de résilience. Il y a des gens qui ont mieux repris la vie que moi. Ça dépend un peu de ce que j'étais avant le fracas, c'est-à-dire la guerre de 40, la persécution antisémite. C'est de la protection que j'ai eue pendant la guerre qui m'a protégé bien plus qu'on croit sur le plan psychique, et de la reprise de développement qui n'a pas été facile après la guerre à cause de la culture qui faisait taire. C'est-à-dire qu'il y a une coordination de causes totalement hétérogènes. Alors, c'est quoi? Comment on s'en sort après une enfance traumatique comme ça? Quelles leçons? On s'en sort si, avant le trauma, il faut avoir acquis un attachement sécure, c'est-à-dire une sorte de confiance en soi qui nous a été donnée par notre... Par quelqu'un qui n'est pas forcément un proche, qui peut être un professeur Voilà, exactement, par quelqu'un qui peut être, statistiquement, c'est notre mère. C'est plutôt les parents. Mais les parents, mais ça peut être un prof, ça peut être une voisine, c'est quelqu'un qui nous sécurise. Après le trauma, il y a deux mots qui expliquent la résilience, c'est le soutien et le sens. Moi, enfant blessé, je n'ai pu reprendre un type de développement que quand je me suis senti soutenu par des gens qui étaient parfois professionnels, ce n'est pas ceux qui m'ont soutenu le mieux, ou par des gens que la culture avait disposé autour de moi. Et le sens, c'est-à-dire la rage de comprendre. Je n'ai pu reprendre un peu possession de mon monde intime qu'en cherchant à comprendre à tout prix. Alors, je vais m'adresser à vous comme si vous étiez un docteur. Je vous demandais d'abord comment faire pour rebondir après un deuil. Alors, le deuil, personne n'y échappe. C'est-à-dire que c'est une expérience, ça fait partie de la vie. Mais là, il y a un travail qui se fait, qui dépend beaucoup de l'entourage. C'est pour ça qu'il n'y a pas de culture sans rituel du deuil. Et dès l'instant où, après un deuil, on ne redevient pas comme avant, parce que celui ou celle qui est parti, il a emporté avec lui une partie de notre monde à nous. Et on ne le fera pas revenir. Donc là, ce n'est pas tout à fait la résilience. Là, c'est plutôt le deuil, c'est-à-dire un processus, se remettre à vivre sans lui, sans elle, avec un soutien affectif et culturel. Alors ça, c'est une question personnelle pour Alexandre Gamelin. Comment rebondir après un chagrin d'amour? Alors ça aussi, on n'y échappe pas. Hein. Et là, on a fait des études, parce qu'on savait que vous poseriez cette question aujourd'hui. Donc on a fait des études, on a suivi une population d'enfants mal partis dans la vie. D'enfants qui consultent précocement, les garçons surtout, qui consultent précocement, et on s'est rendu compte que le premier amour se termine toujours mal. D'abord parce que statistiquement c'est vrai, et ensuite parce que dans la définition, si on parle de premier amour, c'est qu'il y en a un deuxième. Donc le premier amour se termine mal, et on s'est rendu compte à notre grande surprise que le premier amour était une deuxième chance, même quand ça se terminait mal. C'est-à-dire que les gens reprennent un développement affectif alors qu'ils ont souffert, alors qu'ils ont été blessés. Eh bien, un nombre très élevé de mal partis dans l'existence apprennent à mieux vivre après le chagrin du premier amour. Alors, rebondir après un licenciement, c'est des choses qui arrivent, hein. Alors là, ça dépend. Alors là, effectivement, là, il y a une déchirure traumatique.
Et c'est beaucoup plus grave que ce qu'on croit. C'est-à-dire que là, il faut analyser tous les facteurs de résilience avant qui j'étais. Est-ce que j'étais capable de mentaliser, c'est-à-dire de me faire un monde de rêves, de mots, d'images? Est-ce que j'étais capable de chercher du soutien? Et après le trauma, est-ce que j'ai trouvé du soutien? Et est-ce que la culture, ma société, mes amis m'ont aidé? Et là, c'est beaucoup plus fréquent. Et ça peut laisser des traces durables. Et rebondir après une année difficile comme celle que vient de connaître François Hollande? Je crois que toutes les années sont difficiles, surtout quand on est président. Mais il va sûrement rebondir. Il est très rebondissant. Ouais. Et rebondir pour Henri Guénaud après une année difficile comme celle que fut 2012, l'année de l'échec de Nicolas Sarkozy? Oui, c'est un échec, ce n'était pas une catastrophe. Enfin, ce n'était pas une catastrophe personnelle. C'est un échec comme on en rencontre beaucoup dans une vie. Ce n'est pas non plus une blessure profonde, ce n'est pas un traumatisme. C'est quelque chose qu'on accepte par avance, la défaite électorale. C'est quelque chose qui peut arriver, qui est normal, qui fait partie de la démocratie. Donc, mais comment se sont passées les premières semaines Mais je n'ai pas eu le temps de me poser de questions. Il m'est arrivé dans ma vie d'affronter des épreuves plus difficiles et des traumatismes plus lourds. Là, je n'ai pas eu le temps de me poser de questions. Le soir du 6 mai, je me suis dit que ça ne pouvait pas s'arrêter comme ça. J'ai décidé d'être candidat aux élections législatives. Je suis donc, dès le lendemain, parti en campagne. Je n'ai pas eu un instant pour réfléchir à la manière de rebondir. La vie a repris son cours. Il faut s'occuper, c'est ça. Je crois que Boris Cyrulnik sera d'accord. C'est pas il faut s'occuper, non. Il faut se retrouver. Il faut se trouver de nouveaux objectifs. Faut redonner un sens. Il n'y a pas de mal à ça. Hein. Non, mais s'occuper ne donne pas forcément du sens. S'occuper, c'est remplir le vide. Là, il faut redonner du sens à sa vie chaque fois qu'il y a une rupture, une cassure. Alors maintenant, je voudrais m'adresser aux philosophes. Quel est, à leurs yeux, le philosophe qui incarne le mieux l'idée de rebond? Est-ce que c'est Épicure, là, qui a sa maladie de la pierre, qui souffre 1000 morts et qui regarde les paysages dans une sorte d'extase? Ou est-ce que c'est, par exemple, Nietzsche, qui plaide pour la joie alors qu'il a sa syphilis et son herpès génital, et c'est-à-dire qu'il souffre 1000 morts? De toute façon, la plupart des philosophes avaient des problèmes de santé. C'est assez curieux de voir que la douleur physique amène à philosopher, ça amène à chercher du sens, comme le disait Boris Cyrulnik. Quand on est mal, et souvent la santé, évidemment, c'est quelque chose qui nous marque profondément, on va chercher du sens. Moi, le philosophe qui m'a peut-être le plus aidé dans cette compréhension du rebond, de la motivation, c'est Spinoza. Dans les moments où vous vous sentiez mal, quoi, c'est ça? Je l'ai découvert plus tard, mais j'ai compris rétroactivement que sa philosophie m'éclairait profondément sur ce que j'avais déjà vécu, et aujourd'hui, elle m'aide pour la suite. Si je peux en dire un tout petit mot sur ce point-là. Spinoza nous dit tout organisme vivant fait un effort pour persévérer dans son être, pour grandir. Et lorsqu'il grandit, il est dans la joie. Lorsqu'il y a un obstacle ou lorsqu'il régresse, il est dans la tristesse. Et une forme de tristesse qui n'est pas la tristesse d'un deuil, on pourrait dire la dépression. C'est-à-dire, il ne peut pas s'épanouir. Et donc, Spinoza a une philosophie qui nous incite à persévérer, à grandir, à trouver ce que nous sommes, quelle est notre nature profonde, qui nous sommes profondément pour nous réaliser. Ce qui implique déjà une connaissance de soi, pour faire tomber toutes les faux soi, toutes les fausses recherches de réalisation qui ne nous correspondent pas. On pourrait appeler ça le processus d'individuation en termes psychologiques contemporains, c'est-à-dire découvrir qui nous sommes pour nous accomplir. Et puis, il nous dit cette chose formidable, la raison ne suffit pas pour nous permettre de nous réaliser. La raison nous permet de savoir ce pourquoi on est fait, qu'est-ce qui nous convient, qu'est-ce qui ne nous convient pas, mais ce n'est pas un moteur suffisant. Le moteur, c'est le désir. Et donc, l'homme, l'essence de l'homme, c'est le désir, et l'homme doit faire surgir de nouveaux désirs. Et c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire c'est une motivation. Lorsqu'on voit qu'on est dans une impasse, lorsqu'on voit qu'on a chuté, lorsqu'on voit qu'on est déprimé, faisons surgir de nouveaux désirs et appuyons-nous dessus pour nous remotiver et retrouver. Nous. Oui, mais occupons-nous vers quelque chose qui va nous donner du sens et qui va nous permettre de nous réaliser peut-être plus profondément que ce qu'on faisait avant. Et là, c'est très intéressant parce que je pense que la plupart des crises que nous pouvons vivre, des maladies, des échecs professionnels et tout, sont des occasions de nous remettre en question pour faire surgir de nouveaux désirs qui correspondront peut-être davantage à ce pourquoi nous sommes faits. C'est pour ça que dans toute crise, qui ne nous tue pas nous renforce, fort, disait exactement. Nietzsche. Et Nietzsche est complètement spinoziste. Aude Lancelin. Vous évoquiez tout à l'heure la question du chagrin d'amour, et c'est vrai que j'ai travaillé dessus récemment. Oui, dans ce livre, Les philosophes et l'amour, avec Marie Lemonnier. Voilà. Ne soyez pas modeste dans mon livre.
ce n'est pas une science qui rend très optimiste sur la question du rebond, justement. Parce que la philosophie est très forte pour les chagrins passés ou à venir, comme disait La Rochefoucauld, mais les chagrins présents triomphent très souvent d'elle. Et il y a peu de philosophes, je dirais, ou de lectures qui soient véritablement à même de vous tirer d'un chagrin d'amour. Ah, il y a quand même un peu Spinoza, il avait raison. Et moi, j'irais donc à l'encontre de Frédéric. Je pense que les grands pessimistes, comme Schopenhauer, par exemple, sur la question de la métaphysique de l'amour, peuvent paradoxalement développer une idée tellement noire de la question que ça fait rire. Voilà. Ouais. Parce qu'il fait rire, Schopenhauer. Absolument. Mais ceci dit, peut-être plus sérieusement, sur la question je ne dirais peut-être pas le rebond, mais de la renaissance, de la reviviscence, il y a quand même des textes extrêmement émouvants de Kierkegaard, notamment sur la figure de Job, bien sûr, qui incarne dans la Bible la catégorie même de l'épreuve. On voit très bien d'ailleurs qu'une renaissance n'est pas une ardoise magique, n'est pas l'oubli des épreuves traversées. D'ailleurs, la figure de Job l'incarne, puisqu'il ne retrouvera pas ses enfants, il ne retrouvera pas sa femme, et cependant, il va, parce qu'il a tenu face à Dieu, parce qu'il a maintenu son langage de vérité face à Dieu, il va dépasser cette épreuve. Alors, il y a quelque chose de pathétique, parfois, dans l'idée de rebondir, c'est que, on rebondit, mais j'ai l'impression quand même qu'on rebondit peut-être de moins en moins haut, non Boris Cyrulnik, et tout ça ressemble un peu au mythe de Sisyphe, d'ailleurs, c'est le titre d'un excellent livre d'Albert Camus. Non, je pense que rebondir, c'est le mot français. Nous, ce qu'on dit, c'est autre développement, reprise d'un autre développement. Et que rebondir, on rebondit, mais pas contre le fracas, on rebondit à côté. Et je pense que même avec l'âge, on a eu la surprise de voir des gens âgés qui se remettent à vivre parfois très bien, alors qu'on disait avec leur âge, il n'y a plus rien à faire, mais pas du tout. Ils se remettent à vivre de parfois très bien, mais en réveillant des souvenirs imprégnés de leur enfance qu'ils réutilisent de manière romanesque. Ils prennent des morceaux de vérité, des vrais souvenirs, des vraies images, et ils les aménagent pour en faire une représentation de soi totalement différente. Et là, on voit que les gens âgés, qui ont leur vertu, c'est la parole, c'est plus le sprint. Et les gens âgés, leur vertu, c'est l'identité narrative, comme disait votre copain Ricoeur. C'est-à-dire que l'identité narrative, c'est vraiment la force des âgés. Et on peut faire des récits et on peut les remanier. Ce que font aussi les politiciens, Regueno, ils ont tendance toujours à reconstruire le passé, parfois le présent. Oh, les politiciens font beaucoup de choses, mais la politique ne sert vraiment à quelque chose que lorsqu'elle est capable de redonner un peu d'espérance et un peu de sens. C'est toujours la question du sens qui est derrière ce problème ce que vous appelez le rebond ou la résilience. Mais, et puis puisqu'on parlait de Camus, c'est au fond la question fondamentale. C'est chacune de ces expériences traumatisantes, chacun des accidents de la vie ne vous dit qu'une chose, c'est que la vie est, au fond, vous dit que la vie est absurde. Vous ne vous en sortez qu'en redonnant du sens ou en retrouvant une forme de foi. Alors il y a la foi du croyant, et il y a aussi la foi dans Dieu, et puis il y a la foi dans la vie. Parfois les deux, mais ça n'est que cette capacité à tirer des expériences qui vous montrent tout le temps que la vie est absurde, à tirer de ces expériences une foi nouvelle, renouvelée, au moins dans la vie, au moins dans le fait que la vie a une signification, celle que vous lui donnez. Vous savez, c'est cet instant tragique où dans l'étranger, où le prisonnier condamné à mort est dans sa prison, on refuse tout autre secours que lui-même et retrouve une espèce d'espérance dans la vie, de foi dans le sens de la vie, au moment où elle n'en a plus, où cette vie n'a plus aucun sens, et où elle va avoir un terme, où chaque matin, il guette les pas dans le couloir de ceux qui vont peut-être venir le chercher pour l'exécuter. Alors, pour continuer d'ailleurs dans Camus, auquel vous consacrez on parlait de Nietzsche, un discours imaginaire, Camus au Panthéon, est-ce que la nature aussi ne peut pas nous permettre de rebondir? Là, je pense à l'un de ses plus beaux livres, Noces.
Satipaza, là. Oui, où il c'est est la foi dans la vie. Voilà. C'est la foi dans la vie. C'est quelqu'un qui pense que la vie, puisqu'il n'est pas croyant, n'a pas de sens, mais qui en même temps ne désespère jamais de lui en donner un. Jamais. Il le trouve dans la jouissance de la vie. Pas seulement d'ailleurs, c'est pas une simple jouissance, c'est aussi c'est quelqu'un de très intéressant parce qu'il dit il faut à la fois le sacré et la raison, il faut à la fois croire dans la vie et croire dans autre chose que la vie. Il est l'écrivain philosophe du tragique, et la question que nous posons aujourd'hui est celle du tragique, de la dimension tragique de l'existence humaine. Alors, si vous avez un coup de mou, vous avez bien compris, vous pouvez lire Cyrulnik, Camus, Spinoza ou bien Schopenhauer, mais plus pour rire là. Alors, on va poursuivre ce débat en se demandant avec Alexandre Gamelin et Jérémy Collado si l'échec n'est pas une condition du succès. On regarde. Il paraît qu'en France, on n'aime pas les winners. Ceux qui montent leur boîte, réussissent, gagnent de l'argent, sont-ils des exemples à suivre? S'il exagère, Bernard. Pensez-vous? Ce sont des exploiteurs qui se gavent en suçant le sang des pauvres et se vautrent dans leurs billets. Mais comme la France n'est pas avare de paradoxes, elle interdit aussi l'échec. Monter sa boîte passe encore, mais faire faillite est un crime qu'on doit expier à vie. Pas de deuxième chance. Quand un entrepreneur a connu la faillite, les banques refusent bien souvent qu'il ouvre de nouveau un compte, de peur qu'il recommence. Pourtant, pour une boîte qui finira par cartonner, combien d'échecs et de faux pas? Pour apprendre à marcher, un enfant doit d'abord se casser la figure un nombre incalculable de fois. Le succès prend ses racines dans l'échec, gagner c'est savoir perdre et repartir au combat. Alors, François Langlais, cet échec actuellement, enfin c'est pas l'échec actuel, c'est l'échec aussi de toutes ces dernières années, je dirais presque des 3 dernières décennies. Sans doute. Est-ce que c'est pas la condition du succès? Est-ce que la France ne va pas finir par ouvrir les yeux? C'est une condition douloureuse et longue, hein, si c'est ça. Je pense qu'on est justement, mais c'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est un peu aimanté par le monde d'hier. Et on a du mal, parce que, en fait, la tentation naturelle en cas de crise, c'est de vouloir revenir au monde d'avant. Et le monde d'avant... les 30 glorieuses, oui. 5% de croissance tous les ans, c'était formidable. Et alors, qui était évidemment lié à des facteurs exceptionnels qui n'existent plus, qui reviendront un jour ou l'autre, parce que finalement, l'alignement des planètes se modifiera. Et je pense vraiment... Un jour ou l'autre, vous voulez dire dans quelques siècles ou non, quelques en millénaires. fait, si vous voulez, quand on regarde l'histoire économique, on voit que des crises comme celle-là, elles se produisent à intervalles relativement réguliers. En gros... C'est la durée d'une vie humaine, hein, d'ailleurs, c'est très curieux. Comme si finalement, à partir du moment où il n'y avait plus de témoins de la crise d'avant, eh bien on replongeait un petit peu dans les mêmes erreurs. Et derrière... Donc vous pensez que l'Europe va pouvoir reprendre le dessus par rapport à la Chine dans l'Asie? Vous êtes vraiment sûr? Mais c'est certain, dans 50 ans, vous êtes sûr? Je pense absolument. Ça va mettre un peu plus de temps? Ça va mettre du temps. L'unité de temps est longue, c'est la génération. Et ces crises, justement, on voit qu'en général, elles durent entre 10, 15, peut-être 20 ans. On a déjà fait pas loin de 10 ans. Hein. Au fond, cette crise, elle date de fin 2006. Et finalement, si on avait couru un marathon, vous voyez, on aurait déjà fait au moins une quinzaine de kilomètres, peut-être une vingtaine de kilomètres. Oui, mais on n'a pas encore trouvé les solutions. C'est pas les plus faciles qui nous restent à faire. Mais tout ça pour dire que il est très probable que derrière cette crise, justement, on réaménage l'organisation de l'économie et qu'on retrouve une longue période de croissance. Ça sera peut-être pas pour nous, mais pour nos enfants. Et après tout, tant mieux, parce que, bon, alors il y a évidemment des sociétés en déclin inexorable, c'est assez rare malgré tout. Et quand on regarde justement l'évolution de l'organisation des économies, on voit qu'elle passe toujours par des moments... mais la Grèce a disparu, l'Empire romain sans doute, aussi... mais à l'échelle de l'Europe... Et puis quand vous allez en Amérique du Sud, il y avait de très belles civilisations qui ont disparu du jour au lendemain, presque comme les Mayas et quelques autres. En même temps, si vous voulez, là pour le coup, l'Europe, il y a une diversité de civilisations telle qui fait que bon, le modèle européen, on imagine mal qu'il disparaisse en tant que tel. Et quand vous comparez avec la Chine, c'est vrai que la Chine ne fait jamais que retrouver justement une position qu'elle avait eue au XIXe siècle où elle était l'économie la plus importante. Mais pour autant, il n'y a pas de raison de penser que ça va nous éclipser complètement. Pourvu que, justement, on accepte de ne pas vouloir revenir au monde d'avant, mais qu'on se laisse plutôt aimanter par celui qui vient.
Il y a un grand ami des philosophies orientales à côté de vous. Ce serait peut-être intéressant d'écouter son point de vue. Philosophie orientale, mais aussi philosophie grecque. Je pensais aux stoïciens qui nous disaient que le grand ennemi du bonheur, c'est la comparaison. Ce qui nous rend malheureux, c'est de nous comparer avec ce qu'on a été avant, c'est-à-dire le modèle du passé qui n'est plus, et avec les autres qui ont plus que nous, ou sur lequel on se dit, tiens, aujourd'hui, par rapport à tel autre modèle... Le taux de croissance, par exemple, du Ghana ou du Mozambique, qui sont à 8% l'an, 8% de croissance tous les ans. C'est la comparaison, donc c'est déjà un élément important. Mais c'est très vrai, je crois que ce qui peut nous rendre heureux, c'est d'arriver à décaler son regard, c'est-à-dire ne plus être dans le même schéma du passé. Et très souvent, on est pris dans un certain schéma qui peut marcher pendant un certain temps. Et quand ça ne marche plus, il ne faut pas à tout prix vouloir retrouver effectivement les mêmes recettes. Il faut pouvoir se poser et décentrer son regard. Et je vais vous donner un exemple. Ma petite sœur, c'est quelqu'un qui travaillait dans un monde parisien, d'entreprise, etc. Et puis à un moment donné, ça ne marchait plus, elle était plus heureuse, elle voyait bien que ça ne fonctionnait plus, elle est partie, et elle est dans la Drôme, elle fait des plantes médicinales, elle vit avec 4 fois moins de revenus, elle est 4 fois plus heureuse. Elle a retrouvé le sourire. Mais complètement, c'est-à-dire qu'on peut changer de vie en allant regarder autre chose, et elle s'est posé la question, qu'est-ce qui me convient vraiment ? J'ai envie de vivre plus tranquillement, j'ai pas besoin de gagner beaucoup d'argent, j'aime la nature, je change de vie. Et il y a beaucoup de gens qui font des changements de vie parce qu'ils se reposent des vraies questions sur qui ils sont, sur leur motivation. Aude Lancelin. Oui, non, mais c'est là que peut-être on peut dire, parce que ce mouvement-là que vous décrivez chez votre sœur, il est assez général dans la société. On a des best-sellers récents comme Éloge du carburateur d'un jeune Américain qui présente la vie d'un cadre qui écrivait au kilomètre pour un think tank politique des discours et qui, du jour au lendemain, a tout plaqué pour monter et démonter des moteurs pour devenir garagiste en quelque sorte. Et ce livre-là est devenu l'emblème d'une nouvelle génération chez les trentenaires. Et c'est vrai que par rapport à cette affaire de crise, quelque chose d'irréversible est peut-être en train de se jouer, ou tout au moins de promis à une très longue durée. Parce que justement l'image du cadre des années 80 qui rebondit, le Bernard Tapie quittant un Danone pour retrouver un Bouygues, etc. Cette chose-là, elle est vraiment dans l'imaginaire des jeunes cadres, elle est quand même en train de disparaître. Il y a quand même l'idée qu'un autre modèle de société est en train de naître, pas nécessairement calé sur la décroissance, mais que, voilà. Et ça, si vous voulez, l'illusion managériale, justement, l'idée qu'on peut s'épanouir par la culture d'entreprise, c'est quelque chose qui d'une certaine façon, a vécu pour nos générations. Je pense que pour aller tout à fait dans votre sens, il y a un élément qui est central dans ces questions-là, c'est la succession des générations. Une génération, elle a un corpus de valeurs, une espèce d'idéologie qu'elle promène avec elle. Et au fur et à mesure qu'elle s'intègre dans la société, c'est à 60 ans qu'elle a le plus d'emprise sur une société. Eh bien, elle impose son idéologie. Et puis une autre génération arrive. Et justement, cette génération, elle est empreinte d'autres idées, d'autres croyances qui transforment la société. Et c'est souvent comme ça que les crises sont résolues. Pas par la génération qui a causé la crise, parce que justement, elle est oblitérée en quelque sorte et aveuglée par son idéologie, mais par celle qui suit, qui n'a pas les mêmes préventions, qui n'a pas les mêmes a priori et qui régénère. Alors, donc les solutions viendront après notre génération et celle aussi d'Henri Guénaud. Non, vous savez, plusieurs générations cohabitent dans une société, M. Gisbert. Bon. Alors, je pense que François Langlais a raison sur un point très important, c'est que quand une crise profonde, une vraie crise comme celle que nous vivons, c'est d'abord une crise des représentations, une crise des idées, c'est d'abord une crise intellectuelle et sans doute aussi morale. Et que l'économie ne se sépare pas du reste. On vit une crise globale, une crise de civilisation, de société. On ne peut pas dire que c'est qu'une crise économique, ça n'est pas vrai. Et que donc on ne sort de ce genre de crise que quand on remet en ordre ses idées et ses représentations du monde. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Maintenant, je ne pense pas, pour taquiner un peu Aude Lancelin, qu'un
un homme politique aurait un grand succès, n'y serait très responsable en proposant à tout le monde d'aller démonter des carburateurs. Voilà, comme solution à la crise. Pardon, c'était pour vous taquiner un petit peu. Je ne crois pas du tout que ça soit, l'idéologie des générations actuelles. Et puis l'idéologie, vous savez, elle bute sur les réalités de la vie. Qu'est-ce qui se passe depuis 30 ou 40 ans? Pourquoi les gens s'épanouissent moins dans leur métier ou dans leurs entreprises? C'est parce que la pensée dominante du management, de l'organisation économique et même de la société a valoriser le management par le stress, valoriser la gestion des hommes et des choses par la tension. Attention, et qu'on se rend compte d'ailleurs que c'est totalement contre-productif, que loin d'améliorer l'efficacité de l'économie, ça la détruit. Et en même temps, ça détruit la société et ça détruit l'homme. Et c'est le problème que nous avons à résoudre. Changer cette pensée dominante, cette représentation du monde qui consiste à gérer les gens par la tension, dans laquelle d'ailleurs la finance n'est pas étrangère. Vous voyez, tout se tient, parce que vous êtes dans un monde, le triomphe de la finance, c'est le triomphe du gain à court terme. C'est-à-dire la durée n'a plus de valeur, l'avenir n'a plus de valeur, et vous pouvez faire ce que vous voulez. Si des millions de décisions, des milliards de décisions se prennent tous les jours sur la base d'un calcul économique dans lequel l'avenir n'a plus aucune valeur, alors vous n'avez plus que le profit à court terme. Vous ne pouvez plus rien construire, et vous ne pouvez même pas construire des personnes, vous les déconstruisez, puisque l'épanouissement de la personne se fait dans la durée, elle a besoin de temps. La tension, la pression, le rétrécissement du temps est une catastrophe humaine. Et je voudrais juste dire un mot à M. Vivian. Oui, on peut rire de la crise, heureusement, mais rire du malheur, parce que la crise est un moment, qu'on le veuille ou non, peut-être entre deux mondes idéaux, mais c'est quand même un moment de souffrance, de tension et oui, mais ça s'appelle de l'humour noir. Enfin, oui, mais ça s'appelle aussi de la dérision, si vous préférez. Mais la dérision, elle a cette nature particulière d'être fondée sur la souffrance. On peut rire de la souffrance, mais ça n'efface pas la souffrance. Voilà, ça n'atténue pas la souffrance. Voilà ce que c'est le propre du rire et le propre du comique, c'est qu'on rit très peu du bonheur. Le bonheur n'est pas un thème qui fait rire. Non, d'ailleurs, moi, le bonheur, c'est chiant. Dès que quelqu'un se casse la figure, voilà. Tout de suite, on rit. Bah oui, on rigole, quoi. Charlie Chaplin l'avait compris. Voilà. De Gaulle avait dit méchamment. Alors, où est-ce qu'il se situe, le neuropsychiatre, dans ce débat? Ce qu'on est en train d'échanger... Qu'est-ce qui arrive à notre continent? C'est un phénomène, ce qui arrive à la nature, c'est un phénomène naturel, on participe à la nature. C'est-à-dire qu'en biologie, on appelle ça l'évolution catastrophique. C'est-à-dire que l'évolution ne se fait que par catastrophe. Catastrophe, c'est coupure. C'est-à-dire que, par l'exemple... Donc il faut être optimiste, parce qu'il va sortir quelque chose de ça. Je suis optimiste parce que je pense qu'on court à la catastrophe. C'est-à-dire que l'exemple d'évolution catastrophique, c'est la résilience des sols. Un sol est dit résilient quand, après une inondation ou un incendie, la vie reprend, la faune et la flore reprennent, mais pas comme avant. C'est-à-dire qu'il y a eu un renoncement à ce qui était, ça ne marche plus. Il y a deux manières de ne pas évoluer, c'est la stéréotypie, la répétition en psychologie, ou la perversion en économie. On répète la même chose, on répète, et on reproduit les mêmes échecs, les mêmes désastres. C'est-à-dire que le désastre, ce n'est pas une catastrophe. Les mauvaises nouvelles sont finalement des bonnes nouvelles. Non, ce qui est la bonne nouvelle, c'est qu'on est obligé à apprendre à vivre autrement ensemble. Il va falloir... Alors là, tout le monde s'y met, pas seulement les économistes, mais je pense que les cinéastes jouent un grand rôle, les romanciers jouent un grand rôle dans le façonnement des discours publics, dans le façonnement des manières de penser. Et je pense que dans le phénomène vivant, animaux, nature ou êtres humains, il n'y a que des évolutions catastrophiques. Il y a quand même quelque chose de très différent entre l'homme et la nature. C'est que l'homme pense, l'homme vit à travers ses représentations, la nature ne se représente rien.
Et je ne crois pas que l'optimisme soit un remède aux crises. Moi, j'aime bien ce que disait Bernanos. L'optimisme, au fond, c'est une facilité. Ça consiste à, je résume, à peindre en rose l'avenir pour se rassurer. Ce qui est une vertu, c'est l'espérance. Et l'espérance comme une vertu héroïque. C'est-à-dire qu'il faut vouloir espérer. On n'espère pas par nature, on espère parce qu'on veut espérer. Et si la politique ne veut pas espérer, la politique c'est nous tous, hein, c'est juste la volonté humaine dans l'histoire et la volonté collective. Si nous ne voulons pas espérer, eh bien effectivement nous affronterons des catastrophes que peut-être nous pouvons quand même éviter. Moi je ne suis jamais réjoui des catastrophes. Je voudrais finir, c'est le sujet de votre livre, mais peut-être aurait quand même pu dans les années 30 éviter certaines catastrophes. Alors évidemment, comme disait De Gaulle sur la France, elle en a vu d'autres, le monde en a vu d'autres, l'humanité aussi, et après la vie a repris ses droits. Mais elle a repris ses droits pour ceux qui sont restés vivants. Voilà. Et ça a été il y a eu beaucoup de souffrances qu'on aurait sans doute pu s'éviter. Et je sais bien que la vie reprend ses droits, mais si elle pouvait garder ses droits en évitant certaines catastrophes, ce serait... Elle a repris ses droits, mais à quel prix? Voilà. Non, mais c'était exactement ça. Mais de toute façon, dans la vie courante, on paye. Hein, le neurologue a pour expérience les lobotomies. Avant la réduction de la vitesse en voiture, il y avait presque 3000 lobotomies par an en France. Des lobotomies qui étaient provoquées par les accidents de voiture. Les gens tapaient le front, il y avait 2 hématomes, le sang se résorbait et on avait une lobotomie. Et les gens devenaient totalement indifférents, ils ne souffraient plus du tout. Et qu'est-ce qu'ils disaient, ces gens-là? Je regrette l'époque où je souffrais, au moins je me sentais vivant. Oui, bien sûr. Donc on n'y échappe pas. Donc on n'y échappe pas, mais on n'est pas obligé de le chercher. On peut chercher à l'éviter en tout cas. On peut chercher à l'éviter. Alors François Langlais, qu'est-ce que doit faire la France et qu'est-ce que doivent faire les Français aussi pour rebondir en 2014 Il faut d'abord savoir qui on est. Je pense que la question de l'identité, elle est centrale, elle n'a pas été résolue du tout. Et au contraire, elle est brouillée à la fois parce qu'on est dans un moment de doute, que la croissance zéro fait toujours douter, que la mondialisation exacerbe les particularismes sans pour autant formuler une réponse intelligible. Donc on est là-dedans. Mais tout ça va se régler. Au plan de l'Europe, il y a quelque chose qui me paraît frappant et qui justement nous empêche d'aller dans le monde de demain et nous tire plutôt dans le monde d'hier, c'est la question de la dette, qui est d'ailleurs à la lisière entre la psychologie et l'économie. Mais il n'y a pas de dette éternelle. Donc il y a un moment où il faudra que l'Europe dise répudions ces dettes, au moins une partie. Il y a différentes façons de le faire, des façons sales, des façons propres. Et en faisant payer les retraités aussi. Peut-être en partie, peut-être avec un peu d'inflation, c'est une façon de le faire avec, disons, c'est une euthanasie avec anesthésie, pour poursuivre les métaphores médicales. Alors vous dites, qu'est-ce qu'on est? J'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'on est là, vous posez à la question. C'est intéressant ce que dit François Langlais, parce qu'il y a encore très peu de temps, on n'osait pas dire ça. On n'osait pas. Et cette transgression, elle est la condition nécessaire pour trouver des solutions. Mélenchon le disait depuis très longtemps. Pas depuis très longtemps. Non, c'est pas son Non, je voulais vous demander pas depuis très longtemps, et on ne l'entendait pas depuis très longtemps. Et puis le problème, c'est pas que quelqu'un dans la périphérie de l'échiquier politique dise quelque chose. C'est que au cœur de la discussion et du débat, on puisse savoir cette parole et ce discours. Voilà, ça, c'est un vrai rebond là. Je me demandais idéologique. Oui, François Langlais vient de dire quelque chose de très juste. On ne sait pas qui on est. Qu'est-ce qu'on est? Quelle est votre définition à vous, par exemple, François Langlais? Ah, écoutez, c'est diablement difficile. On est certainement un pays ouvert, justement, et il n'y a pas d'avenir dans la fermeture. Non, ce que je veux dire, c'est que notre identité est d'être un pays ouvert, mais qui a conscience de lui-même et de ce qu'il a apporté au monde aussi, c'est-à-dire de la façon dont il a contribué à enrichir le bain intellectuel, culturel, moral de l'histoire, au fond. Frédéric Lenoir, qu'est-ce qu'on est? Non, moi je crois qu'il y a aussi quelque chose dans ce que l'on est qui doit évoluer. C'est-à-dire, je pense que la France est un pays à la fois de tradition catholique et cartésienne, et qu'aujourd'hui, ça pose 2 problèmes. Le problème du cartésianisme, c'est effectivement qu'on a une vision, je pense, qui est trop réductrice
du réel, qu'on s'ouvre pas, on a un esprit très critique, et qu'on s'ouvre pas des fois à un certain nombre d'autres solutions, d'autres choses qui ne répondent pas à un esprit purement logique. Et quand on voit d'autres peuples, vous parlez de l'Asie, hein, c'est des gens qui fonctionnent autrement dans leur cerveau, qui ont beaucoup plus d'intuition, beaucoup plus d'ouverture, et qui acceptent de fonctionner selon un autre schéma de pensée. Vous êtes très asiatique, vous, hein, quand on dit proche du bonheur, c'est très, très asiatique ce livre. Hein. Il ne faut pas être toujours dans la logique on vous a repéré, là, cartésienne, héritée d'ailleurs en partie d'Aristote, des oppositions. Je crois qu'on est très dualiste en France. Il faut sortir de ça. Et il faut s'ouvrir à d'autres points de vue, d'autres manières de penser, selon une pensée plus élargie, selon une pensée plus intuitive. Pour trouver du bonheur, asiatisons-nous. Hein, c'est ça ? Je ne dis pas ça, je dis pensons autrement. C'est-à-dire pas dans toujours les mêmes catégories de pensée. Et puis l'autre chose, c'est que je pense que cet héritage du catholicisme qui est très ancien, on n'en est pas encore sorti. Et qu'au fond, par rapport aux pays anglo-saxons qui sont plus protestants, il y a une grande différence. C'est que dans le catholicisme, dans cet héritage catholique, on est dans une logique un peu, je dirais, d'assistance. On est dans une logique d'obéissance, mais contre laquelle on se révolte en même temps. Et donc c'est toujours la faute de l'État, c'est toujours la faute de l'autre. On accuse toujours et on se responsabilise moins. Et je suis frappé de voir que dans les pays anglo-saxons, les gens ont le sentiment que quand il y a un problème, c'est à eux de résoudre le problème. Ils ne vont pas accuser l'autre, demander à l'État, aux politiques. Tous les Français vous disent que les politiques ne répondent pas à nos problèmes. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. D'abord, on a les politiques qu'on mérite. Et ensuite, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire par nous-mêmes. Et là, je pense qu'un esprit de responsabilité, ça me semblerait très utile aux Français. Regano ? Oui, ça me mériterait une très longue conversation. Mais le politique est toujours la dernière instance d'appel, parce que le politique, c'est nous tous, et ça, encore une fois, c'est l'expression de la volonté collective dans l'histoire, de la volonté humaine dans l'histoire, donc on a toujours besoin de la politique. Mais après, moi, je ne sais pas répondre à la question comme ça, aussi rapidement, qui sommes-nous, que sommes-nous. Je vous renvoie juste à un livre que j'ai offert à la fin d'un débat à Madame Le Pen l'autre jour. Non, mais c'est un livre très intéressant de Lucien Febvre, qui a été écrit dans les années 50 et qui vient d'être édité à partir de notes de ce très grand historien, et qui s'appelle « Tous de sang mêlé », qui explique ce que la France a donné au monde et ce que la France a reçu du monde. Et c'est un livre extraordinaire qui explique comment nous avons, avec une succession d'héritages et d'apports très différents, mis une marque sur tout ce que nous avons reçu, qui fait que personne ne se trompe, c'est français. Et après tout, c'est pas tellement inférieur à ce qu'ont fait les Chinois. Le fondateur de la France, Clovis, n'était même pas français. Il était franc. Bah oui, il était barbare. Bah non, mais ça vient de français, mon cher. Oui, mon cher mais enfin, il était barbare. Relisez vos classiques, là. Il était barbare, il était consul. Il a été nommé consul de Rome. C'est même le Maurassien Jacques Bainville qui l'explique. Il a été nommé consul de Rome et il se promenait toujours avec son manteau pourpre. Voilà, c'était... Arnaud Vivian. Bon, moi, je crois que l'individu, comme la société, elle est dans un... elle est dans un processus, elle est dans un devenir. C'est un vaste chantier. C'est un chantier que seule la mort arrête, finalement. Donc, c'est vrai que Valérie disait, même les civilisations meurent aussi. Malraux disait, elle ne meurt pas, elle se métamorphose. Oui, mais alors ça, c'est deux points de vue, mais parce qu'on peut penser qu'elle meurt effectivement comme des individus. Cela dit, encore une fois, après, il y a une autre société qui arrive. En tout cas, voilà, et on est dans un devenir. Mais elle laisse un héritage. Aude Lancelin. Non, mais pour répondre très brièvement à la même question, qui sommes-nous ? Pour moi, la France est grande quand elle est universelle, quand elle prône l'universel. Et justement, c'est une identité très forte. Oui, mais quand on rapetisse économiquement, c'est difficile de rester universel, Lancelin. Mais non, ce n'est pas une question de taille. C'est une identité très forte, contrairement à ce que disent certains idéologues très repris aujourd'hui. Ça ne fait pas de la France une salle des pas perdus, ça ne fait pas de la France une salle d'aéroport international. C'est une idée très exigeante, au contraire, l'universel. Boris Cyrulnik. Je crois qu'on sait qui on est, sauf que l'idée qu'on se fait de soi change tous les 10 ans et tous les 10 kilomètres. On a fait des expérimentations. Denis Offert a posé une 50aine de questions à des adolescents et il a enregistré les réponses. À l'âge de 48 ans, il a retrouvé 67 des 77 adolescents qu'il avait interrogés et il leur a reposé les 50 mêmes questions. Les réponses ont été étonnamment différentes.
les gens avaient gardé un sentiment d'identité clair, une conviction d'être resté le même, alors qu'ils n'avaient plus du tout la même conception d'eux-mêmes et de la vie sociale. Ils avaient changé constamment sans s'en rendre compte et en ayant l'impression d'être resté le même, alors que tout avait changé en eux et autour d'eux. On va maintenant se demander avec Alexandre Gamelin si on peut vivre sans rebondir. On regarde. Pour enfoncer un peu plus quelqu'un qui est déjà au plus bas, conseillez-lui de rebondir. T'es au chômage, ta femme t'a quitté, tu as un cancer? T'inquiète, tu vas rebondir. L'idée de rebond donne l'impression qu'au bout de la chute, tout ira mieux, instantanément, mécaniquement. Dans une société obsédée par la performance, l'échec, la tristesse, voire la dépression ne sont tolérables que si elles donnent lieu à un rebond immédiat. Sinon, médicaments et au boulot. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts n'est plus une formule de philosophe, c'est devenu un slogan publicitaire et un impératif social. Les héros de cinéma ont le droit aux échecs, mais leurs histoires doivent se finir par un triomphe. Sauf que la vie, ce n'est pas du cinéma. L'homme n'est pas fait de caoutchouc qui rebondira en toutes circonstances, mais de chair et d'os. Et quand il tombe, l'homme avec ses os et sa chair, il se brise plus souvent qu'il ne rebondit. L'injonction au rebond induit l'idée qu'il y aurait deux humanités. Celle des vainqueurs qui font des accidents de la vie des opportunités et celle des perdants qui, eux, tombent et se cassent. Pourtant, face aux épreuves de la vie, on ne rebondit pas, on continue à vivre avec ces nouvelles fêlures, ces nouvelles cicatrices qui nous transforment et font de nous des individus sans doute plus boiteux que bondissants. C'est ce qui distingue l'homme du marsupilami. Alors Arnaud Vivian, vous fichez pas mal de rebondir. Vous faites partie de ces gens finalement qui vivent en dehors du système. Oui, je fais la planche. Certains qui en profitent beaucoup d'ailleurs du système, mais bon. Non, je fais la planche en fait. Il faut, voilà, c'est plus l'idée de flotter, quoi, d'arriver à flotter, mais c'est beaucoup plus poétique. Il y a une chose dont on n'a pas parlé là, c'est de la poésie en fait, qui est juste exactement l'endroit, je trouve, en face de tout ce dont on a parlé, c'est-à-dire le rebond économique, le rebond social, le rebond culturel. Et ben, en face, il y a un petit endroit qui est la poésie, quoi. Et donc c'est cet endroit-là qui m'est cher, et c'est toujours celui-là. Vers celui-là, on a envie tous d'aller, je crois. Je crois qu'il y a quelque chose de profondément poétique dans l'humain, qui est vraiment sans doute ce qu'il y a de plus fort en lui, de plus inatteignable. Hein, le centre atomique de l'humain, c'est la poésie, et c'est vers là qu'on a tous envie d'aller finalement. On n'est pas vers la croissance ou la fin de la dette, etc. Non, on a envie d'aller tous vers la poésie. Est-ce que la France ne devrait pas accepter d'être un musée, comme le dit votre ami Michel Houellebecq? Michel Houellebecq dit toujours, oui, qu'on devrait... D'ailleurs, c'est ce qui est en train d'arriver. Regardez ce qui se passe en Bretagne, hein, l'histoire des bonnets. Attention, il n'est pas content, là, François Langlais, quand vous dites ça, mais... Un pays touristique. Je vous écoute. Oui, non, une France vouée au tourisme. C'est pas musée, hein, c'est le tourisme. Mais c'est une idée très politique. Ouais. Alors, il y a quelque chose évidemment qui est compliqué pour un écrivain aussi aujourd'hui face à la marée du numérique. Est-ce que c'est possible même de penser à rebondir quand on a fait de la littérature toute sa vie? Non. Non, il dit non, il a dit non. Non, très sincèrement, mais je ne crois pas que ça soit l'enjeu. Il y a d'autres valeurs que le succès, que gagner de l'argent, etc. Encore une fois, à l'écart, il se passe quelque chose à l'écart. Il y a le centre, ok, très bien, mais c'est normal que finalement la société s'occupe du centre, se préoccupe du centre, que nous soyons là en train de parler du centre. Simplement, il se trouve qu'il y a aussi un écart et quelque chose en périphérie. Et c'est intéressant d'y aller. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez lancé une revue en périphérie. Ah oui, alors là, c'est une revue sur la politique, en périphérie de la politique. Vous voyez, c'est quand même très, 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 très à l'écart, mais c'est passionnant. C'est passionnant parce que regardez la vie politique, comment elle s'organise, comment elle est travaillée, justement, et non pas en fonction d'idéologie, mais en fonction d'une idée de corps de métier. Ça, c'est passionnant. C'est la même chose si on faisait la revue des coiffeurs, ça serait pareil, sauf que là, on fait la revue des politiques, mais c'est une revue professionnelle sur la politique. Bon, vous dites, vous refusez de rebondir. Moi, je ne sais pas, j'y crois pas quand j'ai lu votre livre, parce que vous avez l'air très heureux et dans une autodérision permanente. D'ailleurs, vous décrivez comme viré de partout, trop gros, trop vieux, trop moche, etc. En fait, vous allez très bien, là. Oui, ça va, oui, non, je vous remercie. Vous n'avez pas besoin des conseils de M. Cyrulnik? Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, je m'en sors. Mais c'est pas ça viendra peut-être plus tard. J'ai connu des périodes de vraie dépression, hein, mais c'est pas le moment, c'est pas le cas en ce moment, voilà. Et pourquoi? Parce que vous avez décidé que vous ne rebondiriez jamais? Exactement.
C'est vrai. Ah, c'est Exactement. possible, ça, Boris Cyrulnik? Non, je comprends autrement. Pour moi, les gens qui ne rebondissent pas, c'est-à-dire qui ne cherchent pas à reprendre une autre forme de vie, sont des gens qui restent prisonniers du passé, de ce qui est passé. C'est inscrit dans leur mémoire, ils ne se débattent pas et ils ne s'en sortent pas. Moi, je préfère l'expression s'en sortir à l'expression rebondir, parce qu'on peut s'en sortir. Et si on répète, alors là, effectivement, on ne rebondit pas, on reste prisonnier du passé. Mais je comprends quand même ce que vous voulez dire, parce que la poésie, effectivement, est une source d'inspiration et de création. Les ordinateurs ont un langage digital, alors que la poésie n'a pas un langage digital. Celui dont la chair est pourrie déprime parce qu'il n'a plus rien à lire. Vous avez tous reconnu le vers de Mallarmé. La chair est faible, hélas, et j'ai lu tous les livres. C'est-à-dire que j'ai traduit un vers poétique en langage digital. Un langage digital, ça n'a aucun intérêt. Alors qu'en langage poétique, c'est source d'émotion, c'est source de créativité, parce que c'est flou, parce que c'est imprécis. Alors là, je pense effectivement qu'il y a un espace de création possible, et que même quand on est à plat, quand on ne rebondit pas, quand on est à plat, eh bien à ce moment-là, dans la brume de la poésie, dans la brume de ce qu'on ne comprend pas très bien, il y a une autre possibilité de reprendre un autre développement. Alors, Arnaud Vivian se fiche pas mal de rebondir, mais alors, Albert Camus, lui, votre héros, il a passé sa vie à rebondir. Déjà la maladie, puisqu'il a quand même une tuberculose très jeune. Il est élevé dans des conditions difficiles. Sa mère, femme de ménage, comme votre propre mère, donc il y a peut-être aussi d'identification, non? Identification, je ne sais pas, mais ça a réveillé chez moi beaucoup d'échos personnels. Oui. Et au fond, c'est une vie aussi de quelqu'un qui passe son temps à essayer de s'en sortir. Et Camus passe son temps à essayer de s'en sortir sans occulter son histoire et son passé, parce que je crois qu'on on peut ne plus être prisonnier de son histoire, mais on ne peut pas effacer son histoire. Et son histoire, elle est, il la transporte avec lui, il l'a toute sa vie. D'ailleurs, son dernier livre, c'est Le Premier Homme, et c'est un retour sur sa biographie, sur sa vie. Et c'est une œuvre où la vie et l'œuvre sont totalement confondues, sont inextricablement liées l'une à l'autre. Et je trouve que c'est une très grande leçon sur ce que peut être la conscience humaine, les questions qu'elle doit se poser, pas forcément les réponses, parce que les réponses appartiennent à chacun d'entre nous. Ouais. Alors, c'est étrange, ce livre, ce chant d'amour, parce qu'on se demande... Pourquoi vous n'arrêtez pas la politique pour faire ce genre de livre? Parce que franchement, vous trouvez que j'ai plus de vous êtes doué pour ça. Bah oui, vous êtes doué pour ça. En politique, ça marche moyen. Et là, c'est très réussi. C'est très réussi. C'est très réussi. C'est gentil, ça marche moyen. C'est très gentil. Voilà. Vous voyez, je suis en. Non, mais c'est un livre très réussi. C'est gentil. C'est très gentil. J'espère que la politique sera aussi réussie. Vous savez, on se met à faire de la politique quand on a décidé qu'on pouvait peut-être ne pas s'occuper seulement de soi, mais un peu des autres. Ça paraît très naïf, ce que je viens de dire, ou peut-être extravagant, mais c'est quand même ça. On s'engage vraiment dans la politique, on y met tout son cœur et toute sa raison, quand on pense qu'on peut faire quelque chose pour les autres, et c'est très difficile parce que ce qu'on peut faire pour les autres, on ne peut le faire qu'avec eux. Voilà, c'est quelque chose qu'on ne fait pas tout seul, la politique. Et c'est très exigeant, mais imaginez un monde sans politique. Imaginez ce que peut être la civilisation sans aucune politique. Voilà, ce serait exactement le contraire de toute civilisation. Quand il n'y a pas de politique, il n'y a que la sauvagerie, la barbarie, la loi de la nature avec tout ce qu'elle a de magnifique et tout ce qu'elle a de terrifiant. C'est la loi du plus fort. Exactement. Non, mais c'est le règne de tous les déterminismes et de toutes les fatalités. La politique, elle est là pour le pire, mais aussi pour le meilleur. Très bien, la politique, j'ai rien contre, mais essayez de nous faire d'autres livres comme ça. Ça change de Sarkozy. Mais ça, je suis d'accord, ça change. Voilà. Moi, je l'ai fait avec plaisir. J'espère que vous avez pris un peu de plaisir aussi. Beaucoup de plaisir, beaucoup. Mais la politique, ça commence par là, vous savez, la vraie. Je vous propose maintenant de faire un petit tour de table. Je vais vous demander, qu'est-ce que vous souhaitez pour l'année 2014 comme rebond pour vous, pour le pays? Ce que je me souhaite pour l'année 2014, tu n'as que 77 ans, c'est un brouillon d'existence, recommence. Ah oui. Voilà. Bon. La vie éternelle, quoi. Non, tous les 100 ans, il faut recommencer. Oui, c'est ça, mais c'est éternellement. Alors,
Sauve-toi, la vie t'appelle. C'est un livre superbe. Hein. C'est vraiment, pour moi, c'est un classique. Ça sera bientôt un classique, vous verrez. Sauve-toi, la vie t'appelle par Boris Cyrulnik. Aude Lancelin. Vaste question. Peut-être, je me souhaite pour 2014 la chance d'écrire très bientôt un nouveau livre et de me replonger notamment dans la philosophie. Oui, parce que les libraires protestent, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu de... Absolument, oui, vous avez Lancelin. remarqué les manifestations. Oui, oui. Voilà. Il y en a souvent dans les portes des grandes librairies. Donc, Aude Lancelin, Les philosophes et l'amour, avec Marie Lemonnier. Ça avait été d'ailleurs un best-seller en son temps aux éditions Plomb. Arnaud Vivian. Eh ben, si l'existence est, comme le dit Boris Cyrulnik, un brouillon, là, j'ai quand même 50 ans et j'aimerais bien le mettre au propre. Voilà. C'est joli. C'est très joli. Bonne formule, hein. Ouais. D'ailleurs, on peut dire que la vie critique, son livre, une sorte d'autobiographie drôlatique et ricanante, est à peu près sur le même ton. C'est aux éditions Belfond. François Langlais. Bon, écoutez, ce que je me souhaite n'intéresse pas grand monde. Et ce que je constate, c'est que 2014 est une année en 4. Et les années en 4 sont souvent des années du rebond au plan économique. C'est souvent, on a 2004 où c'est reparti après, 94, après 93, 84 aussi. Donc il est possible, vous voyez, qu'on soit au début du commencement d'une nouvelle phase. Les années en 9 sont toujours des années où il y a... superstitieux, notre économiste, non, c'est comme plus que ça. Frédéric Lenoir. C'est la psychologie collective, vous savez. Souvent, les années en 9, il se produit des événements structurants qui mettent justement quelques années à déstabiliser tout. 89, c'est la chute du mur, etc. Et puis, à partir des années en 4, on incorpore la matière nouvelle, on la transforme, et puis on rebondit. Ah, vous êtes assez optimiste, en fait. Hein. Assez, oui, je pense. Vous aviez votre place dans cette émission avec la fin de la mondialisation. Qui n'est pas une mauvaise nouvelle. Qui n'est pas une mauvaise nouvelle, d'après François Langlais, aux éditions Fayard. Frédéric Lenoir. Ben moi, je me souhaite, et je souhaite à tous ceux qui nous écoutent et à la France qui est un peu enfermée, je pense, dans une vision effectivement du passé, d'accéder à la souplesse que j'essaye d'expliquer à la fin de ce livre du taoïsme et de Montaigne. Ce sont deux grands courants de pensée que je compare parce que j'essaye de faire des ponts entre Orient et Occident. Et je trouve que Montaigne et Chuang Tzu, qui ont vécu à 2000 ans d'écart, dans deux pays complètement différents, nous disent exactement la même chose. À savoir que pour être heureux, il ne faut pas chercher à vivre comme le voulaient les Confucéens, selon le modèle parfait du ciel. Vous savez, les Chinois regardent la nature comme maîtresse de vie. Et les Confucéens vous disent, la perfection c'est le ciel, vivons sur Terre dans cette espèce d'ordre qu'on va contrôler. Et du coup, tout sera prévisible. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir être heureux. Et les taoïstes disent, c'est impossible. On ne vit pas sur Terre, on vit pas au ciel, on vit sur Terre. Et sur Terre, tout est incontrôlable. Sur Terre, c'est le mouvement, c'est le désordre, c'est le devenir, c'est l'imprévisibilité. Donc pour être heureux, ne cherchons pas à tout contrôler, ne cherchons pas à être dans la maîtrise, cherchons à être dans la non-maîtrise. Accompagnons le mouvement de la vie. Soyons dans la fluidité et dans la souplesse. Montaigne dit exactement la même chose. Et donc là, je trouve que c'est formidable d'essayer de vivre, et c'est ce que j'essaye de plus en plus de faire. Je peux avoir des objectifs, mais s'il y a des obstacles, si le monde n'évolue pas comme je veux, je me réadapte en permanence au mouvement du monde. Et je crois que la souplesse, la flexibilité sont les meilleures qualités en temps de crise pour essayer d'être heureux. Frédéric Lenoir, voilà un parfait cadeau de Noël, du bonheur, un voyage philosophique à travers notamment le taoïsme. Henri Guénaud. Alors moi, je crois qu'il serait très prétentieux de chercher à savoir où se trouve le chemin du bonheur. Ne me dites pas que c'est le retour de Sarkozy. Je sens que... Comme quoi le bonheur n'est pas forcément la chose la mieux partagée du monde. Mais moi, la seule chose que je cherche, c'est d'être en accord avec moi-même le plus possible. Je ne sais pas si ça doit s'appeler le bonheur. Je sais en tout cas qu'en étant taoïste, je ne serais pas forcément plus en accord avec moi-même. Je le serais davantage, au fond, en étant stoïcien, prométhéen et cartésien à la fois. Mais, et je voudrais rebondir sur ce qu'a dit M. Vivian tout à l'heure. C'est une très jolie formule. Ben moi, avec un peu plus d'années, quelques années de plus que lui, j'ai aussi envie de mettre de l'ordre dans mon brouillon. Et si cette année devait me faire progresser dans cette mise en ordre du brouillon de ma vie, je dirais que ça serait dans la mesure où j'arriverais
à convaincre que pour sortir de la crise, qui est quand même une somme incalculable de souffrance et de peine pour beaucoup de gens, nous arrivions à comprendre que nous n'avons pas tant besoin d'abord du courage politique que du courage intellectuel, c'est-à-dire du courage de remettre en cause nos façons de penser et de nous représenter le monde. Henri Guénaud, Camus au Panthéon, discours imaginaire, excellente célébration d'Albert Camus. On attend la prochaine en espérant que ce ne sera pas un futur ex-président ou quelqu'un de ce genre. Voilà. Fête de la littérature, Henri Guénaud. On vous attend. C'est aux éditions Plomb. Merci à Boris Cyrulnik de nous avoir fait du bien. Merci aussi à vous tous. Merci à 2020 qui a tweeté tout au long de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour parler du bonheur, justement, avec un grand spécialiste, le merveilleux Jean d'Ormesson, avec aussi Edgar Morin ou Guy Savoy. À la semaine prochaine.